Donc aujourd'hui, le titre, c'est Ces émotions qui nous font manger. Et on sait bien que c'est pas une histoire de volonté. La volonté, elle est vraiment peut-être, s'il y a question de volonté, elle est au départ, au démarrage. Peut-être que c'est elle qui est nécessaire pour impulser les choses. Mais très vite, c'est plus ça parce que, on l'a déjà dit, la motivation, c'est cyclique et il est normal que cette motivation soit cyclique, tout simplement parce que la motivation s'appuie sur des hormones et qu'un corps qui resterait tout le temps sous motivation bah, s'épuiserait, irait jusqu'à l'épuisement et voire à la mort du système. Enfin, ça finirait très mal. Donc, il est normal que cette motivation, vous la sentiez et puis après, elle décline. Et en principe, c'est quand elle décline qu'on se dit je manque de volonté. Voilà. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est quelque chose qu'il faut absolument déjà intégrer. Et ce qui est bien, c'est même de l'intégrer au début même du processus de changement. C'est-à-dire que avec votre psychologue, avec votre coach, avec votre diététicien, avec le professionnel ou les professionnels qui vous suivent, vous devez parler de ce moment, ce passage où la motivation va s'épuiser et peut-être aussi faire le retour sur ben, les fois d'avant. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé ce moment où la motivation s'est épuisée? Et pour être plus complet, faut toujours élargir, puisqu'on parle de la personne dans sa globalité. Donc, c'est pas forcément au niveau de vos expériences avec le poids, mais c'est aussi vos expériences tout court dans la vie, de motivation. Ça peut être motivation pour reprendre une formation, par exemple. C'est parfois très compliqué, on part à fond et puis après on s'épuise. Et donc toutes vos expériences en fait sont bonnes et nous enseignent, nous, professionnels, pour la suite et pour savoir où on doit se caler et comment on doit vous préparer à cette baisse de motivation pour que la discipline, l'autodiscipline, la rigueur, l'objectif, en fait, viennent prendre la suite. Il y a toujours ce moment, et c'est pour ça qu'on vous parle d'objectif, que parfois ça prend même plusieurs séances à construire cet objectif euh, pour être le plus précis possible, pour qu'il provoque lui-même des émotions, un objectif précis, j'allais dire honnête, honnête dans le sens de prise en considération de votre personnalité, de votre situation, de la situation en général. Donc, on demande plusieurs G même à l'objectif, hein. Souvenez-vous, vous avez certainement vu passer déjà cet exercice, peut-être sur le groupe ou dans nos anciens Zoom de écrire son objectif idéal. Et on dit bien que dans le premier jet, ça doit être idéal, donc sans censure. Mais bien sûr qu'après, on le retravaille, on fait des brouillons en quelque sorte, plusieurs brouillons jusqu'à arriver à l'objectif réaliste, réalisable, que ce soit en accord avec vous et avec les professionnels. Et ça, vous l'avez certainement vu, ne serait-ce que dans le nombre de kilos, la perte de kilos, votre désir, il y avait votre désir, il y avait la réalité du corps, de l'âge, de vos expériences déjà passées. Donc, il est très important d'arriver à cet objectif final, réaliste. Et ensuite, pourquoi l'objectif? C'est parce que l'objectif doit faire tellement plaisir, doit tellement être important pour vous, pour de multiples raisons, et il doit être transversal dans la personnalité, c'est-à-dire il ne peut pas s'appuyer que sur un poids, sur un chiffre, sur une tenue, sur un style, sur une relation. Ça doit être transversal parce qu'il doit procurer suffisamment d'émotions pour soutenir le système quand la motivation baisse. Voilà. Donc ça, c'est pour comment dire, le filet de sécurité. L'objectif, en fait, c'est comme quand on a
un filet de sécurité. Si l'objectif est bien construit, il va amortir les chocs de la vie, il va amortir les désordres émotionnels parce que les émotions, on va le voir, bah, vont créer des hormones et ce sont ces hormones qui vont vous booster ou au contraire vous rendre plutôt déprimé ou au contraire complètement démotivé ou par moments un peu un épisode maniaque, un peu surexcité. Voilà, il y a cette fluctuation des émotions. Et cette fluctuation des émotions, qui est une histoire hormonale, va impulser un comportement alimentaire. Voilà. Donc, est-ce que ça, tout le monde est bien au clair avec ça? Ok. Donc, les émotions, c'est quoi? Les émotions, c'est quelque chose de ponctuel. Il faut bien faire la différence déjà entre... Parce que trop souvent, on confond, même si c'est proche, mais pour travailler dessus, on a besoin de faire la différence. Les émotions sont très ponctuelles. Elles arrivent et elles partent. Voilà. Et elles sont hormono-dépendantes. C'est-à-dire que il n'y a pas d'émotion sans hormones. Et très souvent, on dit par exemple, euh, je suis triste ou je ne vais pas bien, avec dans l'idée de quelque chose qui dure, qui s'installe dans le temps, sur la journée, sur plusieurs jours, sur une semaine. Hmm. Alors, quand ça dure dans le temps, quand l'émotion se met à durer dans le temps, c'est là qu'on parle de sentiment. Il y a un sentiment, j'ai un sentiment de tristesse, j'ai un sentiment de un peu dépressif, j'ai un sentiment de culpabilité, c'est un sentiment d'oppression, de voilà. Donc observez déjà euh, comment vous-même vous pensez vos émotions, vos pensées, vos sentiments et essayez de repérer quand vous êtes dans l'émotion ou quand vous êtes dans le sentiment. C'est parfois subtil, mais l'émotion est ponctuelle et ne se contrôle pas. Toute, toutes les phrases, toutes les expressions du type contrôler ses émotions sont des erreurs. On ne peut pas contrôler parce que par définition, ça arrive. C'est une impulsion, ça nous arrive. Donc, ce qu'on peut faire, et c'est confondu avec ça, c'est gérer, faire de la gestion, faire du travail sur soi pour faire en sorte que ne pas se mettre dans certaines situations. Par exemple, il est très important d'isoler, d'identifier les situations qui vont provoquer des émotions. Parce que autant si vous vous mettez dans cette situation, eh bien, si on ne travaille pas le désamorçage, la désaccoutumance, ça va venir à chaque fois et c'est en ça que ça ne se contrôle pas. Par contre, vous pouvez très bien contrôler le fait de ne pas vous mettre dans certaines situations et à ce moment-là, effectivement, l'émotion n'apparaîtra pas ou moins, et là, on entre dans la gestion émotionnelle. Donc, une émotion, c'est très ponctuel et c'est une hormone qui coule dans nos veines et c'est action-réaction, hein. C'est comme penser à quand vous sursautez. Voilà, il y a le stimulus qui arrive, il y a le sursaut et ce sursaut a créé une émotion, mais ça a libéré une hormone. C'est exactement la même chose pour la tristesse, pour la joie, pour la culpabilité, pour toutes ces émotions, pour l'envie, pour la frustration, hein, ce qui va créer un sentiment là aussi de frustration. Donc au plus on s'éloigne, en fait, au plus on s'éloigne de l'action, du fait, de l'événement qui a créé l'émotion, si on le ressent toujours, on est dans le sentiment. Et ça, cette distinction, alors pourquoi je prends du temps pour la faire? Parce que ça veut dire que parfois, dans le sentiment par exemple, le piège, c'est qu'il n'a plus besoin
d'avoir le stimulus pour ressentir. Ça Ok. veut dire que normalement, vous êtes triste parce que vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous êtes coincé dans une situation, voilà, vous interprétez quelque chose là dans l'instant qui vous rend triste. Donc, il y a le contexte, il y a l'hormone qui est déclenchée, l'émotion ressentie, c'est OK. Mais si vous continuez à y penser en boucle. Dans l'interprétation, si vous entretenez cette tristesse, eh bien, à un moment, c'est là qu'on bascule dans le sentiment, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'avoir de mauvaises nouvelles ou de mauvaises situations pour rester dans l'état d'esprit triste, dans le sentiment triste. Et il y a comme ça une auto-alimentation qui fait que c'est très commun, par exemple, au niveau du stress. La personne sans agent stresseur autour d'elle, eh bien, vous allez auto-alimenter ce stress et votre corps, littéralement, va continuer à produire l'hormone responsable de l'émotion du stress, mais sans le stimulus. C'est C'est comme par si c'était. exemple, il y a une collègue de travail qui vous stresse. Ben, cette collègue, elle est là de telle heure à telle heure. Donc, à la limite, on pourrait se dire, bon, bah, quand il y a l'agent stresseur qui est là, bah, il y a l'émotion, Mhm. il y a le cortisol, cette hormone du stress qui coule dans vos veines. À la limite, c'est OK. Ça veut dire quand même qu'il faut s'en occuper et trouver des stratégies. Mais en attendant, bon, OK. Mais le problème, c'est que quand vous allez rentrer, quand vous allez aller sous la douche, quand vous allez, etc., vous allez ruminer. Vous allez revivre ce qui s'est passé et comment et qu'est-ce que j'aurais pu dire. Ça aussi, c'est très, très classique, hein, mais si j'avais su, et là, bah, j'aurais pu dire ça, et si la prochaine fois, etc., vous allez entretenir ça. Bien, la collègue n'est pas là, elle n'est pas avec vous. Mais le cortisol, le stress continue. Et là, ça donne le sentiment. Donc, très lié au comportement alimentaire, puisque on sait que autant un stress ponctuel peut être anorexigène, il peut nous empêcher, nous enlever l'appétit, mais en principe, le stress chronique va au contraire produire l'effet inverse, c'est-à-dire ouvrir l'appétit, enfin donner ses envies, ses pulsions de grignotage, de sucré ou de salé, de gras, pour venir anesthésier un peu, créer un shoot et compenser le stress. Est-ce que tout le monde est bien OK avec ça? Et est-ce que ça vous parle? À partir de quel moment ça devient, enfin, je comprends que ça commence émotion et que ça peut se transformer en sentiment, mais cette émotion, elle peut durer sur la journée ou en fin de journée, c'est déjà qu'on est en sentiment. Si tu es toujours en présence du stimulus, ça peut durer tout le temps du stimulus. Ok, Mais ça devient le sentiment quand il n'y a plus le stimulus. voilà. C'est avec Quand il n'y a ça, plus. d'accord, ça, c'est ça le repère. Ok. Oui, oui. Et c'est que c'est tellement introjecté. Alors, très souvent, nous, en thérapie, on parle du rapport à la mère. Le rapport à la mère, par exemple, la fille, la petite fille, ça a commencé tôt, hein, et le garçon aussi, hein, puisqu'il y a un garçon aussi. Donc, même si les structurations sont différentes, mais voilà, et ce qui est vrai là pour le coup pour la mère est vrai aussi pour le père. Voilà. Les parents, on les introjecte en fait. On introjecte complètement leur discours, leur regard, leurs croyances, leur manière d'être dans la vie. Et au départ, de toute façon, c'est ce qui nous structure et on en a besoin. Sinon, bah, c'est pas possible de grandir sans repères, que ces repères finalement soient bons ou mauvais, on est obligé de prendre des repères. Et au départ, c'est notre carte du monde, vraiment. À tel point que vraiment, c'est introjecté et que même si on lutte contre, même si on est en rébellion, même si voilà, on a conscience qu'il y a des choses qui vont pas, mais à un moment,
on voit très bien les adultes rester dans la rébellion, rester dans la confrontation, rester dans ce schéma un peu adolescent, par exemple, et où on pose le doigt, où mais maintenant il n'y a plus à se battre ou à se différencier d'un système. Or, c'est tellement introjecté, c'est tellement la carte du monde que pareil, il y a une auto-régulation qui se fait. Et donc, il n'y a plus besoin, par exemple, là, pour ta question, Lucie, il n'y a plus besoin que les parents soient encore là, soient encore présents. Et même les parents peuvent être morts, plus du tout dans la vie, mais continuer à stresser, à avoir, parce qu'on l'a introjecté. Et que c'est une partie de soi, c'est devenu une partie de soi. Alors, c'est toujours une partie de soi, mais le but, c'est de se mettre en paix, de faire le job et pour se mettre en paix avec cette partie de soi. Ok. Donc, Oui, donc quand on dit il faut gérer ses émotions, mais elle est catastrophique en fait, cette phrase. alors, gérer ses émotions, Ne oui, pas ça se va, mais gérer, c'est contrôler. contrôler Oui, ses émotions. contrôler. Quand contrôler ses émotions, si on parle de l'émotion, ce n'est pas possible. Mm. Parce que l'émotion, c'est comme si bah, quand tu appuies sur l'interrupteur, tu vas avoir de la lumière ou tu vas l'éteindre. Mais tu vas créer quelque chose. Ben là, le stimulus, pour nous, c'est ça, c'est l'interrupteur. Alors par contre, on peut contrôler de ne pas se mettre ou moins se mettre dans la situation, de moins... Par exemple, le sentiment de culpabilité est très, très, très parlé et très commun et très lié avec le poids. Que ce soit le stress, la culpabilité. Il y a même, il y a une étude qui était parue pour rapporter que une des émotions apparemment qui faisait le plus prendre du poids, c'était l'émotion d'humiliation. Et en fait, voilà, humiliation, vexation, frustration, c'est parmi celles qui vont le plus perturber un peu le système d'apaisement de la personne. Et nous, très souvent, on voit la culpabilité euh, qui est assortie dans l'enfance de frustration, d'injustice, sentiment d'injustice. Donc, toutes ces émotions-là, si on les a connues dans l'enfance, ça vaut vraiment la peine de les travailler et de voir aujourd'hui, à aujourd'hui, voilà, faire liste après liste, hein. Bon, bah, la culpabilité, aujourd'hui, où j'en suis avec ma culpabilité, où j'en suis avec ma frustration. La frustration est liée à la grande, grande question du désir. Désirer quelque chose, désirer un objet, désirer une personne, désirer un emploi, désirer un corps, désirer, c'est une grande question parce que par définition, le désir, eh bien, il est insatisfait. Et une fois que le désir est assouvi, la psyché part sur autre chose, sur un autre désir. Donc, c'est une réelle question pour sortir du cercle vicieux de l'insatisfaction. Et pareil, tout ça, ça produit des émotions. En l'occurrence, la frustration, en l'occurrence, l'injustice parfois, avec réelle ou fantasmée, hein. Il y a des interprétations aussi qui peut-être partent d'une scène réelle, qui ont fait trauma, qui ont fait valeur de douleur, de souffrance, qui ont créé des traces, des traces mnésiques, des liens dans le cerveau, dans les connexions des synapses, hein. Ce qui crée notre pensée, ce sont les échanges là, des neurones qui ont des sortes de racines, des dendrites partout. Et ces synapses se connectent. Et quand ils se connectent, ça crée la pensée, mais c'est surtout que ça libère des neurotransmetteurs qui eux-mêmes, en réaction en chaîne, vont libérer des neurones. Et tout ça est sous-tendu par de la pensée. Donc parfois, c'est la pensée qui vient créer l'émotion, donc le fait physiologique.
Parfois, c'est l'inverse, c'est l'émotion qui a créé l'hormone et qui va créer la pensée. Et ça, c'est dans le propre du sentiment, c'est-à-dire que l'hormone coule, coule, coule dans nos veines. Si on a trop de cortisol, par exemple, le cortisol, c'est bon pour un moment. C'est une hormone qui doit réactive, qui s'adapte et qui arrive quand le corps est stressé, quand il y a un stress du corps. Mais si ce cortisol continue à rester trop présent dans le corps, il va lui-même produire et entretenir des pensées de stress. Donc, faut travailler sur nos pensées à ce moment-là. Oui, il faut, il faut travailler sur est-ce que le stimulus est là? Est-ce que ce qui me stresse, ce qui me fait culpabiliser, ce qui m'envoie, est-ce que c'est là? Bon, si c'est là, ça veut dire, et si c'est là en permanence, et si c'est là trop souvent, ça veut dire qu'il faut vraiment trouver une stratégie de protection. Alors parfois c'est plus facile si c'est une situation externe, extérieure. Bon, bah, il suffit peut-être de pas fréquenter un lieu, un endroit, de pas, voilà. Parfois, c'est pas si facile parce que c'est en intrafamilial, parfois c'est inévitable dans notre quotidien. Et donc, il n'y a pas le choix que de travailler à faire une sorte de désensibilisation. Alors, en hypnose, ça marche très bien, on y arrive très bien. Il faut savoir que tout ce qui stresse crée des liens, crée des chemins, justement ces fameux chemins neuronaux là. Et quand on a ces habitudes de pensée, ces traces-là, eh bien, majoritairement, à chaque fois, notre cerveau va nous orienter vers ces mêmes pensées. Donc, ce qu'on appelle des ruminations, eh bien, c'est sous-tendu par une physiologie. Et pour changer de disque, en quelque sorte, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Sinon, il y a plusieurs points. Il y a le point numéro un, c'est que le cerveau est une machine à penser. C'est c'est sa fonction. Dire je ne veux plus penser est complètement fou. Dire je veux le bouton off, je veux, voilà, bah non, ce n'est pas possible. C'est l'équivalent de dire je ne veux plus que mon estomac digère. Je ne veux plus que mes reins filtrent. Voilà, je ne veux plus que mes jambes marchent. Voilà, dites-vous, voilà, ayez cette représentation-là. Donc, il n'est pas question de ne plus penser, c'est pas possible. C'est le job de notre cerveau de produire de la pensée. Et la preuve, c'est que quand il n'y a rien à faire, c'est souvent là qu'il y a tellement de pensées et d'agitation qui arrivent. Et plus on est sur un terrain anxieux, et moins on va supporter le vide, le rien à faire, et plus le cerveau, effectivement, va envoyer de la pensée. Et c'est très souvent quand on vous dit de faire vraiment la cohérence cardiaque ou de faire de la méditation, on dit aussi que c'est un très bon baromètre. Il y a un excellent baromètre pour savoir si on est anxieux, c'est se poser dans le silence absolu et l'immobilité, immobilité du corps, juste respirer et regarder combien de temps on tient. Voilà. Alors, chez certains, ça va aller, chez d'autres, ça va aller, mais ça va être inconfortable, mais chez certains, ça va être intenable. Et intenable, je sais pas, plus d'une minute, ça va être intenable. Hein. Donc, c'est un bon baromètre déjà pour l'anxiété parce que parfois, je vous dis en consulte, je vous dis, bah oui, vous êtes anxieux. Et vous me dites, bah, pas tant que ça, non, Valérie, pas trop. Parce que l'anxiété, elle est aussi cachée, elle peut se cacher dans de l'activité, dans toujours avoir quelque chose sous la main pour faire. Alors le téléphone, c'est devenu un formidable objet hein, d'hypnose. Hein. On scrolle, on scrolle, on scrolle, et puis on y est très vite. Donc il y a plein de patients
anxieux qui s'ignorent en fait. Et repérer son anxiété, déjà, bah, c'est toujours le premier pas, hein, c'est toujours le premier pas pour pouvoir la travailler. J'avais cette semaine une patiente euh, qui n'arrêtait pas de parler, 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 parler. Bon, moi, j'avais bien repéré ça. Et tellement, des fois, je devais, pour en placer une, je devais m'imposer, je devais vraiment lui dire. Et quand je lui dis, vous parlez beaucoup. Et elle me dit, ah oui, on me le dit tout le temps. Et là, elle se met à me raconter son anecdote. C'est que, elle me dit, mais vous savez, même quand il faudrait pas, style, quand je me fais masser, quand je vais à un massage, ben moi, je parle parce que je peux pas. Et parfois, quand je me fais masser à deux avec mon mari, ben, j'ai besoin de lui parler, de lui demander si ça va, etc. Et l'autre jour, la masseuse lui a dit, mais madame, ça ne se fait pas. Et ça l'a interpellé le fait que la masseuse pose la ça ne se fait pas. Elle lui a pas dit version comme d'habitude, détendez-vous, essayez de ne pas parler, ou voilà. Elle lui a dit ça ne se fait pas. Elle a posé. Et ça l'a interpellé et on en a parlé, effectivement. C'est le signe plus plus d'une anxiété. Et en plus, c'est de l'oralité, donc c'est la bouche, hein, c'est le verbe. Donc tout ça et symbolise le lien. Et si on gratte un peu derrière, euh, il y a ce qui se profile, c'est très souvent l'angoisse de séparation. Donc, c'est le lien, c'est rester en lien, c'est la parole, c'est etc. Donc, et cette angoisse de séparation, parfois c'est pareil, on ne la sent pas, on ne la voit pas, on n'en a même pas conscience, mais elle est tellement ancienne. Elle a ses racines euh, tellement anciennes dans du développement précoce, dit précoce de l'enfant, dans des relations précoces. Donc, il y a des petits signaux comme ça, la personne qui parle beaucoup, la personne qui a du mal à dire au revoir au téléphone ou à raccrocher, à arrêter une situation, qui a toujours quelque chose, ou je sais pas, quand vous voyez même vos proches, c'est pareil, c'est voilà, couper le lien même ponctuel hein, d'une conversation, d'une après-midi, euh, angoisse de séparation. Et forcément, cette angoisse de séparation, ben, c'est une émotion. Qui dit une émotion va produire des hormones. Et les hormones, euh, quand le cortisol, quand c'est à bon escient, c'est normal, tout va bien. Mais le cortisol en trop grande quantité et tout le temps, ce cortisol, on sait qu'il augmente l'appétit. On sait que il crée un appel à manger. Et en principe, c'est pas sur les légumes que ça se porte, bien sûr. Ça va être l'appétence sur le gras, le sucré, le salé. Donc déjà, il va créer ça. Et en plus, hormonalement parlant, il va favoriser le stockage. Donc c'est double, triple peine. Est-ce qu'on Est-ce que peut, ça, est-ce que ça évoque des choses? Ce qu'on dit, est-ce que... Oui, il y a Steve qui voulait prendre la parole. oui, je voulais juste savoir, est-ce que le cortisol, ça se purge de l'organisme, ça peut se purger de l'organisme ou c'est par le fait de contrôler sa production qu'on fait que ça se réduit dans l'organisme? Purger de l'organisme, c'est-à-dire? Ah, est-ce qu'on peut faire, je sais pas moi, une quelconque activité qui fait que Ah le oui, oui. cortisol se purge ben, du corps Oui. Eh et bien, l'activité la meilleure, l'activité physique. On sait que l'activité physique va permettre de réguler le cortisol. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très indiqué, préconisé aux diabétiques, puisque le cortisol, c'est vraiment l'hormone qui pose problème dans le diabète. Et ceux qui sont dépendantes diabète type 1, donc qui se piquent régulièrement, donc eux qui ont un feedback très régulier sur le taux sanguin, ils perçoivent bien la différence quand ils font de l'exercice, ne serait-ce qu'une marche, la fameuse marche d'une demi-heure, hein, la fameuse
les fameux quelques pas là de 20 minutes, une demi-heure, ça va avoir une incidence. Parce que l'oxygénation, le mouvement, etc., ça va faire en sorte, ça va créer d'autres bonnes hormones et qui vont stabiliser et qui vont réguler le cortisol. Ok. Et là, là, le cortisol, donc l'hormone de stress, elle est libérée lorsque il y a une situation soit stressante ou soit le fait que bah, votre corps est tellement habitué à s'attendre à être stressé qu'il continue à la délivrer. Moi, Exactement. je pense que ça colle avec, par exemple, mes voisins qui font beaucoup de tapage dans un appartement qui est pas isolé. Mhm. Bah, les anciens, ils faisaient tellement de bordel que je rentrais chez moi, j'avais le cœur qui battait, je me sentais pas bien de rentrer chez moi. La nouvelle voisine est beaucoup plus calme et pourtant, même quand il y a une période de calme, je m'attends à du bruit et je me sens toujours en Oui, attente de quelque chose. Donc pour moi, je pense que ça doit être oui, oui, oui. un signe qui provoque le stress chez moi. Et Exactement. quand on est exposé longtemps à un signal, bah, ça devient incrusté en soi. Comment on fait pour faire sauter ce signal? Ok. Parce que là, je suis en Alors, train attendez, parce que là, je suis en train de lire le bouquin sur les habitudes de James Clear. oui. Et, euh, et sur le coup, j'étais en train de me dire que là, le signal devient une habitude. Et comme il dit dans son bouquin, une habitude, ça peut pas s'effacer. Ça fait que on peut que l'endormir. Est-ce Alors, que c'est la même chose avec ce schéma-là d'excitateur et de stress? Alors, c'est un très bon exemple pour voir justement comment le cerveau marche par association. C'est-à-dire que là, vous savez très bien que c'est pas les anciens voisins. Vous savez que c'est une personne différente, que peut-être le bruit, elle va le faire très ponctuellement, mais qu'il va pas y avoir cette situation qui dégénère. Malgré tout, vous avez tous les signaux physiques du stress, de l'angoisse, et là, on parle d'association parce que votre cerveau associe désormais le bruit du voisinage à la situation qu'il a connue. Et c'est du conditionnement en fait. Ça s'est incrusté, ça a fait ce qu'on appelle tout à l'heure, je parlais des traces mnésiques, ça a fait une trace mnésique, c'est-à-dire que dans votre cerveau, quelque part, il y a la, la, la liaison, le chemin de bruit et situation catastrophique, quoi, qui dégénère la situation que vous avez connue. Il n'y a pas le chemin intermédiaire du petit bruit ou du bruit ponctuel de juste la soirée. Il n'y a pas ce chemin-là. Votre cerveau n'a pas pris parce que il y a eu trauma, il y a eu quelque chose qui a fait fonction de trauma. Et on sait maintenant que il y a des traumas dits ponctuels, type une agression, un attentat, une guerre, enfin une attaque, quelque chose qui est ponctuel. Mais il y a aussi des traumas. Maintenant, en traumatologie, on parle aussi du trauma chronique, c'est-à-dire du sentiment justement de l'agression, l'agression qui arrive et qui va se répéter. Ou on le voit en temps de guerre, on le voit dans le harcèlement. On le voit dans la maltraitance en général. Ça crée un trauma chronique et ça crée une association et une hypervigilance, un sentiment d'hypervigilance. Là, en l'occurrence, le moindre bruit, ça va déclencher quelque chose de hors norme, beaucoup trop fort, pas adapté, mais ça fait fonction du trauma. Alors, le travail sur les petites habitudes, euh, euh, sur le trauma et seul, c'est très compliqué, voire, j'aime pas dire que c'est impossible, rien n'est impossible, mais c'est très compliqué. Il y a quelque chose qui fonctionne par contre très bien pour désamorcer ça, c'est l'hypnose. Voilà. L'hypnose ericksonienne, hein, l'hypnose médicale, thérapeutique, sert vraiment très bien. Il y a un protocole, c'est en 4 à 5 séances. Il y a des protocoles faits pour désensibiliser, c'est un processus de désensibilisation en fait, pour créer d'autres chemins
de pensée pour arriver à dissocier. Parce que quand il y a eu trauma, il y a une cristallisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, c'est comme si l'information n'était plus accessible, elle est cristallisée. Là, en l'occurrence, c'est bruit égal stress, harcèlement de cette situation primaire. Et, et ça a un peu cristallisé les choses. C'est plus accessible à l'intellectualisation, le fait de savoir que ça va pas durer, que c'est l'histoire que d'une soirée. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc, en remettant le protocole en hypnose, c'est de faire revivre la situation et de donner le pouvoir à ce moment-là à la personne, puisque dans le propre de la première situation, c'est qu'il y avait absence de contrôle, de pouvoir, il y avait perte de pouvoir total sur la situation, comme en cas d'agression, comme en cas de harcèlement, il y a perte de pouvoir. Et là, petit à petit, dans le protocole, on redonne le pouvoir à la personne. Donc ça marche très bien. D'accord. Donc là, dans mon cas, pour me désensibiliser de tout ça, ce serait l'hypnose, quoi. Oui, Ok. mais vous êtes déjà au travail hein, avec une psychologue et donc parlez-lui, hein, demandez-lui. Il y a beaucoup de psys qui font de l'hypnose et allez faire de l'hypnose avec un psychologue, D'accord. pas avec un hypnothérapeute tout court. Euh, Il y en a des biens, c'est pas que voilà, la généralisation c'est toujours compliqué, mais quand il y a d'autres problématiques, en l'occurrence le poids, des addictions, des choses comme ça, on peut pas toucher un symptôme sans toucher les autres. Voilà. Et donc il faut que ce soit un professionnel qui fasse ça. Moi, je m'aperçois que bah, là, dans mon parcours, j'avais expliqué que j'avais trois montagnes à passer, c'est le boulot, l'appartement et la nourriture. Pour moi, il y en a, ils se touchent, les trois se touchent l'un avec l'autre parce que bah, l'appartement, j'ai subi des dégâts des eaux, plus bruit et compagnie, donc j'en peux plus cet appart. Et au boulot, bah, ça me plaît plus non plus, donc en fait, pour moi, ça a été des excitateurs pour manger. Et Mhm, là que je suis en train de traiter la nourriture, ce que je crains, c'est que les deux reviennent à la charge pour tout saboter. mhm, Et donc là, en plus, ce que j'ai du mal à faire, c'est qu'on me dit, ouais, traite d'abord un sujet et ensuite tu feras le reste. Sauf que des fois, les deux autres sujets, la maison et le boulot, ben, reviennent sur le devant de la scène et je dois les traiter, je dois les traiter et je peux pas les ignorer constamment. Donc j'ai un peu de ouais. mal justement à savoir qui traiter en premier et de telle manière à ce que ça enclenche pas tous ces genres de circuits de stress et autres qui m'ont fait manger en fait. Très juste. Ben, c'est pour ça que je vous dis, c'est un professionnel vraiment de la santé psychique qui doit vous accompagner. Et vous, en premier, vous devez vous préoccuper ou prendre celui qui est le plus préoccupant, peut-être celui qui est le plus dangereux pour vous, sur un plan psy, sur un plan santé, etc. Mais le professionnel qui vous accompagne, lui, il faut lui fournir tous ces éléments parce que on peut en séance, nous, parler que d'une seule chose, mais on a en tête tous vos points, vos trois montagnes là, à passer, on les a en tête et on parle d'une, mais on parle des autres aussi indirectement, ça même parfois même sans que vous vous en aperceviez, hein. Comme il y a une hypnose, là on a parlé de l'hypnose, il y a l'hypnose thérapeutique qui est cadrée, vraiment hypnose, et puis il y a aussi ce qu'on appelle une hypnose conversationnelle. Et là, les thérapeutes, les psychologues manient hein, cette hypnose conversationnelle. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut dire tout ce qui vous préoccupe. Et ensuite, c'est aux professionnels d'articuler tout ça. C'est le principe des vases communicants, parce que lui a en tête que l'important, c'est que vous ne fassiez pas de déplacement, c'est-à-dire qu'on s'occupe pas que d'un sujet au prix de déplacer sur les autres par compensation, parce que forcément, c'est humain, hein, ça va mal de ce côté, donc je vais plutôt aller de ce côté. Et c'est comme ça, si on liquide trop vite un symptôme,
et ben ça ne marche pas parce qu'il y a déplacement. C'est ce qu'on reproche essentiellement à l'hypnose pure. C'est pour ça que je vous dis, l'hypnose, ça marche très bien, mais dans un cadre thérapeutique. On sait, on saurait faire, hein, arrêter de fumer, arrêter de manger du sucre sur une, deux, trois séances, ça peut marcher. Mais alors pour le coup, soit ça ne tient pas, et si ça tient, mais que le terrain n'a pas été travaillé, le pourquoi du sucre, les émotions, justement, tout ce dont on parle aujourd'hui, il y aura forcément des placements. Et il y aura forcément des placements sur un autre comportement pas, pas bon, pas sain, parce qu'il ira à l'excès. Que ce soit de compulsion alimentaire, enfin compulsion d'achat, d'alcool, de tabac, des mises en danger relationnellement. Enfin, il y aura un déplacement. Donc ça, c'est identifié dans la littérature euh, concernant l'hypnose, c'est très vérifié. Donc, on s'occupe toujours de tout ce qui préoccupe, même s'il y a des dossiers qu'on met en premier. Mais le professionnel qui suit, et c'est pour ça que seul, il y a souvent des échecs. Sinon, vous prendriez n'importe quel livre. Ben, tout est dit maintenant dans les livres, et les livres, en principe, sont bien faits, sont bons. Mais si, en lisant un livre, bon, ben, c'est fait, où le changement n'est pas acquis, c'est vraiment là qu'intervient l'accompagnement pour pouvoir faire ces jeux, d'avoir en mémoire ce que vous ne voulez pas voir ou pas maintenant, etc. Donc c'est ça l'intérêt. Donc oui, l'hypnose, ça marche, mais dans le cadre thérapeutique. Donc on a dit ce cortisol-là, on a tous, hein, toutes et tous fait l'expérience de se stresser en l'absence même de l'agent stressant et du coup nos pensées, avoir bien conscience que nos pensées produisent des hormones. On peut parler, là du coup, l'occasion de parler de la dopamine. La dopamine, c'est identifié comme l'hormone du plaisir spontané, du plaisir immédiat. Donc, on va manger quelque chose qu'on apprécie, on va créer un plaisir immédiat. Alors, c'est bon, sauf que si on commence, parce qu'il y a dans notre cerveau, souvenez-vous, le cerveau est une machine à penser par association. Donc, le cerveau pense très bien, bonbons, sucre, gâteau, chips, machin, bonheur, plaisir, je vais mieux, je vais bien. Et du coup, si il en fait enfin, si la personne en fait sa réalité et son mode de fonctionnement principal, eh bien, il va y avoir ce besoin compulsif, toujours, de plaisir, de vase communicant, de remplacement de la douleur. Et ça, c'est là où ça commence à poser problème, c'est quand l'aliment, le plaisir alimentaire, parce que c'est celui qui est le plus facile et Mm. parfois le plus ancien, le plus ancré. J'ai dit parfois, mais j'aurais pas dû dire parfois, j'y reviens après. C'est toujours le plus ancien, du coup, puisque c'est un besoin vital, puisque c'est la première tétée de l'enfant, du bébé, le premier des réconforts. C'est aussi le plaisir qui est associé, là aussi on retrouve le principe de l'association au bras, à la chaleur, à l'amour maternel ou mère de substitution, à la confiance, au portage, à la limite du corps, à ce que le bébé puisse acquérir une sensation de contenu, d'être contenu avec, du coup, il y a un contenant qui est la peau, hein. C'est Didier Anzieux qui a écrit sur ce qu'on appelle le moi peau. Donc, le moi peau, c'est le sentiment d'être unifié déjà et contenu. Voilà. Et cette peau, effectivement, qui est, on le fait en séance de méditation, d'hypnose aussi.
Cette peau qui est notre plus grand organe, hein, finalement, un organe de réception, un organe qui vient nous fermer, nous contenir, qui vient créer notre intériorité et du coup une extériorité, qui vient créer un intérieur, un extérieur. Et vous voyez, dans les troubles psychiques les plus graves, qui sont la psychose, on sait qu'il y a une absence, qu'il y a des trous dans ce contenant, en fait. C'est comme si, et d'ailleurs les angoisses du psychotique, c'est une angoisse de morcellement. Donc c'est une angoisse de désintégration. Dans ces moments de crise, la personne a quasiment le sentiment de trou, de trouer, de ne pas être unifiée. Et c'est une angoisse, c'est pas une peur, parce qu'une peur a un objet. On a peur de ça, c'est déjà plus facile à gérer qu'une angoisse. Une angoisse, c'est quelque chose de diffus. Et c'est aussi le propre de l'anxiété, hein. L'anxiété, c'est diffus et ça prend des objets à penser, des ruminations, des... Voilà. Du coup, pour revenir là sur cette dopamine, ce plaisir premier qui est le goût, associé au contexte. Et on voit que si le contexte est violent, insécure, indisponible, une mère pour X raisons, indisponible, eh bien, dans sa manière d'être présente, du portage, de la réaction, il va y avoir des trous, il va y avoir plus ou moins grand. Le fait que ça arrive aussi à certaines périodes au plus tard ça arrive, au mieux c'est, parce que ça laisse à l'enfant le temps de se structurer, d'acquérir justement cette sensation d'être unifié, d'être entier et fermé. Donc, et c'est en ça que l'oralité, quand je disais tout à l'heure que parler, 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 parler beaucoup, tout ce qui vient de la bouche, que ce soit la cigarette, l'alimentation, la boisson, la parole, le chewing-gum, tout ce qui vient le grignotage, tout ce qui vient de la bouche est lié à l'oralité et tout ce qui est oral est lié au lien et est lié à quelque chose de précoce. Voilà. Donc, c'est pour dire que forcément, c'est ancien dans notre mode de structuration et comme tout ce qui est ancien, c'est aussi le fruit de croyances, de choses qui n'appartiennent pas seulement à nous-mêmes, à notre histoire, à notre personnalité, à nos expériences, à notre vécu, mais aussi à ceux de nos parents et de nos ancêtres. Donc, la dopamine, pardon, principe de plaisir immédiat vient en fait rassurer, contenter, contenir. Bah c'est un shoot, quoi. Et c'est identifié très 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 tôt par la personne, par l'enfant, par l'entourage, qui n'a pas proposé à un enfant qui pleure un petit gâteau, un petit goûter, un petit bonbon, un petit truc pour... Eh bien oui, ça marche très bien. Voilà. Donc, tant que ça ne devient pas le modèle principal, ça va, tout va bien. Ça devient le modèle principal quand, quand il y a une trop grosse souffrance ou douleur qui fait que, par exemple, aller marcher, aller promener, rencontrer des gens, c'est compliqué. Et du coup, bah, c'est sûr que s'isoler et manger, c'est plus facile. Mais ça, personne, au départ, personne n'en a conscience au démarrage. Euh, donc, parmi les émotions qui font grossir, prendre conscience de cette dopamine là maintenant, c'est un essentiel. Pourquoi? Parce que la dopamine, c'est l'hormone plaisir. Et ça veut dire que même le plaisir
Parce que là, on a parlé de dopamine sucrée, manger, etc. Mais vous avez une super bonne nouvelle qui arrive. Ça va créer un état de plaisir, un état d'excitation. Et souvent, on me dit, mais moi Valérie, même quand je suis contente, je mange. Ben oui, 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 parce que notre physiologie est faite de telle sorte, mais ça c'est ADN, c'est ancré en nous, c'est comme ça, c'est notre fonctionnement, c'est pour notre survie, qui est câblé sur la stabilité. Voilà. Un corps n'a pas d'autre job que de rester stable, de rester en vie. Et pour rester en vie, il faut rester stable. C'est-à-dire une stabilité dans les échanges entre intérieur et extérieur, la base de la base au niveau de nos cellules. Et cette stabilité, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Je crois qu'on en a déjà parlé de ce principe-là de l'homéostasie. Il est vrai pour tout. Et quand il y a un excès de plaisir, eh bien, ça affole notre corps, ça affole nos cellules. Mentalement, on sait que c'est du plaisir, on le vit, mais on a toujours dit hein, que ce qui pose problème, c'est pas tant que ça l'intellectuel, c'est les émotions que ça crée. Et littéralement, le trop de plaisir bah, vient créer un affolement du système. Donc, pareil, ben, qu'est-ce qu'il faut pour euh, détendre, faire redescendre un shoot? Du gras, du sucré, du salé. Ça permet de faire retomber aussi dans le... Parce qu'il va y avoir la digestion, parce que l'estomac va entrer vraiment en action, produire tous ces sucres, produire toute la chaîne là, enzymatique. Et d'ailleurs, quand on digère, on est un peu fatigué souvent, ou notre vitalité est occupée à la digestion. Donc ça baisse un peu le système, ça nous calme. Ça vient nous faire ce shoot-là. Alors ça, c'est important de voir aussi que il n'y a pas que les émotions négatives, il n'y a pas que la tristesse qui vient nous faire manger, mais il y a aussi le plaisir. D'où l'intérêt de développer euh, d'autres activités qui viennent stabiliser. Et encore une fois, on retombe sur l'activité physique, mais ne serait-ce que la respiration. La respiration et notamment la cohérence cardiaque, non, il y a cohérence, hein, donc cohérence cardiaque, c'est le fait de mettre tous les niveaux en cohérence. C'est le fait d'augmenter ce qui est trop bas et de diminuer ce qui est trop haut. Ça met en cohérence. Ça va? Est-ce que au niveau de la dopamine, quand on a été pareil surexcité par la dopamine pendant des années, est-ce que quand on se met à faire de la cohérence et d'autres, la comment dire, pour contrer cette dépendance à la dopamine qu'on s'est créée pendant des années, est-ce que la cohérence et faire du sport, c'est suffisamment puissant pour contrer, pour stabiliser l'excès de dopamine C'est auquel c'est toujours, c'est on a été toujours une habitué? histoire d'échelle et ça ne sera jamais, en tout cas dans un premier temps, ça ne sera jamais autant. Ça, c'est clair. Et il faut partir avec et pas se mentir, ça ne sera jamais autant. Voilà. Donc, la cohérence cardiaque sur quelqu'un qui n'est pas shooté à la dopamine, qui n'a pas d'addiction, quoi, ça va faire un effet déjà. Mais il faudra peut-être double, triple et encore même pas dose euh, pour, euh, pour calmer celui qui est en addiction. Et c'est pour ça qu'on parle de période de sevrage. Il y a une période intermédiaire, une période de sevrage. C'est pour ça que parfois, il faut, ou on a besoin d'une substance type anxiolytique. Parfois, on a besoin d'antidépresseurs.
Ça, c'est toujours à vérifier. Et l'entretien clinique, il sert aussi à ça. Il sert à évaluer à quel point euh, on peut le faire ou pas sans. Et parfois, les patients ne nous entendent pas ou entendent, oui, bien sûr, ils comprennent ce qu'on dit, mais il n'y a rien derrière parce que il y a une trop forte addiction, il y a un trop fort taux, là, besoin de dopamine ou d'anxiété. Et il faut passer par un anxiolytique pour permettre au système d'être beaucoup plus serein pour entendre et faire ce qu'on demande de faire. Et la dépendance, enfin, l'addiction à la dopamine, on en parle de plus en plus en ce moment, parce qu'il y a les écrans, parce que les écrans ont développé une addiction, voilà, à la dopamine, une addiction au plaisir immédiat. C'est le like, c'est la courte vidéo, c'est le fait de scroller sans fin, c'est ces courtes fenêtres-là. Ça développe une addiction. Littéralement, le cerveau produit de la dopamine et ensuite, quand vous lui proposez une vie normale, eh bien, il est pas bien. Il est en manque, il y a du mal-être, il y a de la tristesse, il y a de la fatigue, il y a toutes sortes de choses, d'agacement, d'énervement, comme du manque. Et c'est compliqué, c'est un vrai phénomène, un problème médical, hein, de santé, c'est un problème de santé publique. Les réseaux, les écrans sont devenus un vrai fait de santé publique, alors même chez les adultes hein, maintenant, mais encore plus dangereux chez les enfants parce que eux ne sont pas structurés ne sont pas finis. Donc, c'est encore plus gênant. J'aime- J'aimerais rebondir sur ce que Steve a demandé, si je peux me permettre, par rapport Oui, à la cohérence cardiaque et justement l'activité physique. Steve, je me permets de te dire, c'est vrai que ça apporte quand même un mieux-être, un mieux-être quand même. Je dis pas que je veux pas du tout contredire ce que dit Valérie, bien au contraire, hein. Mais moi, par expérience, quand je fais ma cohérence cardiaque et quand je fais mon activité physique, hein, et que j'arrive à me mettre dans mon autodiscipline, n'est-ce pas Valérie? Eh ben, je vais mieux. J'ai toujours ça, hein, j'ai toujours ma petite, ma drogue, ceci, cela, mais euh, elle est plus légère ou elle est plus acceptable. Et il y a moins de culpabilité derrière. Donc voilà, et il y a un mieux-être qui s'installe. Et quand je fais pas ma cohérence cardiaque et quand je fais pas mes activités physiques, c'est pas génial, quoi, hein. Je me sens pas trop bien, je suis vite énervée, je perds patience. Mais le truc, c'est que, encore une fois, revenir dans l'autodiscipline, quand de le pratiquer régulièrement, euh, ça fait un bien-être, un mieux-être, je veux dire, ça fait un mieux-être. Et ça, franchement, j'encourage à le faire parce que j'ai besoin de me l'entendre dire. Donc voilà, donc, je te remercie pour ça. C'est que c'est vrai que c'est important déjà de faire que la cohérence cardiaque et l'activité physique régulière, n'est-ce pas, avec le chien, ça apporte déjà un mieux-être qui est certain et qui va nous aider à aller plus loin dans le mieux-être. Donc, mais bon, il faut s'y tenir aussi, hein. C'est comme se laver les dents tous oui, les matins. oui. Hein, tu as vu comment ça paraît simple, hein, premier niveau, Ouais, 5 minutes. Alors déjà, le protocole, c'est 3 fois. Hein. C'est 3 fois ouais. 5 minutes par jour. Ça, c'est le protocole pour avoir les meilleurs effets au bout d'un mois. Enfin, cliniquement, il est vérifié, il a été vérifié, contrôlé, dosé, que au bout de 5 minutes de cette cohérence cardiaque, il y a une production de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, et parallèlement une baisse du cortisol. Voilà. Cliniquement mesuré, au bout de 5 minutes, fait 3 fois par jour. Cette baisse et cette production intéressante, elle dure de 1 minute à 1 heure. Et du coup, ça veut dire que chez certains, elle va durer 1 minute. Chez d'autres, elle va durer 1 heure.
Cliniquement, il est mesuré que 3 fois par jour, cette cohérence, au bout d'un mois, on passe de 1 heure à plusieurs heures. Voilà. Donc, bien sûr, il y a toujours les différences individuelles. Bien sûr, il y a toujours un bénéfice parce que c'est physiologique et qu'il y a production de ces hormones, mais tout dépend aussi d'où on part. Pardon. Et que si, bah, c'est le principe c'est comme les drogues, hein, quand on fait un sevrage d'héroïne, de cocaïne, etc., forcément, on part de haut, on part de loin, et le système est complètement perturbé. Et avant qu'il revienne à une normalité, c'est long et parfois il faut céder de substances, hein. C'est pour ça qu'il y a les cures de désintoxication. Donc là, je parle des drogues dures, dites dures. Mais en soi, c'est le même principe. Il y a cette période de désintoxication et dans laquelle on peut céder. Et ensuite, il y a la cohérence cardiaque, il y a la marche, il y a un autre sport qui ferait plaisir, il y a du contact, des échanges sociaux, de la ressource perso. À un moment, c'est des séances d'hypnose, de méditation. À un moment, c'est l'ensemble de ce que vous faites qui va sortir. Mais c'est vrai que pour faire cet ensemble, pour tenir sur le long terme, ben voilà, c'est ce qu'on disait au début. Au départ, il y a la motivation. Et après, ça va baisser, il va falloir s'appuyer sur le rituel, l'habitude, le- l'autodiscipline. Moi, c'est pour ça que je compte plus sur la méthode de Atomic Habits, là, parce que je l'ai mise en place pour changer une mauvaise habitude que j'avais repérée depuis un moment. Et en fait, là, ça colle complètement. Et avant, justement, il fallait non seulement avoir de la motivation, de la discipline, mais en plus, ce que je devais faire comme bonne habitude pour contrer la mauvaise n'avait pas assez de n'était pas assez sexy, ne produisait pas assez de dopamine pour contrer la dopamine que produisait ma mauvaise habitude, donc j'abandonnais Mm, rapidement. Et là, en mm, fractionnant avec cette méthode-là, en faisant un peu tous les jours et associé avec ce que j'ai déjà en place, ça passe largement mieux, j'y réponds beaucoup mieux que ce que j'ai pu tester jusqu'ici. tout à fait. Ça fait partie des méthodes complémentaires et de tout ce qui vient dans la boîte à outils et aussi de comment fonctionne le cerveau, puisqu'on le dit tout le temps, hein, de toute façon, si c'était un grignotage de temps en temps, il n'y aurait aucun problème. Donc même dans la mise inverse, dans le sens inverse, c'est les excès tous les jours, la dose tous les jours qui vient créer le problème. Donc c'est vraiment une histoire d'habitude et d'association. Donc la dopamine, eh ben, c'est du plaisir rapide, spontané, mais il y a des plaisirs sains, enfin, qui vont amener des habitudes saines et qui vont amener par complémentarité, je sais pas, aller prendre le soleil, c'est un plaisir. Ça nécessite de sortir du contact ou pas, parce que ça peut être aussi très bien, très ressourçant d'être seul. D'aller dans la nature, aimer aller dans la nature, voilà, c'est de la dopamine qui va créer des bonnes habitudes, des bons réflexes. Euh, Prendre du plaisir spontané comme ça sur le téléphone, c'est du plaisir, mais c'est du plaisir qui limite les mouvements, qui limite le soleil, qui enferme. Donc il va y avoir ce cumul de mauvaises habitudes. À évaluer en fonction du temps. 10 minutes, c'est bien, un quart d'heure, 20 minutes par jour, c'est OK, une demi-heure par jour, c'est OK, 4 heures par jour, et voire bien plus. Je crois que les ados sont à 8 heures par jour, voire certains plus. Euh, Bien sûr que c'est hautement toxique. Autre hormone, la sérotonine.
Donc, la sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur et de l'humeur stable. C'est celle qui vient stabiliser. D'ailleurs, les antidépresseurs sont à des molécules pour les récepteurs aussi à la sérotonine, puisqu'ils viennent stabiliser l'humeur. Donc, en baisse de sérotonine, on a un sommeil qui est perturbé, on a une hausse de l'anxiété et de l'appétit, puisque c'est des réactions en chaîne, hein, et une tristesse, une fatigue, une apathie, un manque d'envie. Bon, ça, se sentir déprimé, quoi. Et sur la chaîne de la déprime, ça commence par la déprime, et puis à l'autre bout, c'est la dépression. Et avec tous les degrés autour. Et forcément, qui dit fatigue, dans la physiologie du corps, quand le corps se sent fatigué, il a envie d'un boost. Et le boost le plus facile, le plus direct et spontané, de nouveau, c'est encore le sucre. Donc, notre cerveau qui est câblé pour la survie, pour notre survie dans les temps très anciens, qui ira toujours prendre naturellement la solution la plus courte, la plus facile, la moins coûteuse en énergie, va prendre ce qu'il y a disponible euh, autour de lui et surtout dont il a déjà vérifié de manière archaïque que ça va être facile et, et ça va créer un effet de boost rapidement. Même si après, on sait que il y a la culpabilité qui vient, on va le payer cher, mais ça, c'est après. Et il y a ce moment de bascule, c'est bien le moment où l'intellect est court-circuité. De toute façon, les émotions sont toujours les plus fortes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas les contrôler. Parce qu'elles arrivent, et voilà, on peut les gérer, mais on ne peut pas les contrôler. Mais du coup, faire vraiment une observation, un état des lieux des situations difficiles pour nous, des situations propices au craquage. Est-ce que on doit avoir tout à disposition, faciliter le craquage? Je sais pas. Ça, c'est à chacun de voir, d'évaluer, d'en parler et d'être stratégique. Sinon, on a au fond de nous vraiment, et c'est toujours lui qui va gagner, cet instinct primaire de survie qui nous fera craquer, ne pas se frustrer. C'est pour ça aussi quand on parle beaucoup hein, avec Viola de pas de régime, pas de frustration, de restriction, parce que la frustration, à un moment, il va y avoir le déclencheur et il va y avoir le craquage. Donc, être stratégique pour pas frustrer, accepter une dose de frustration parce que sinon, le changement, c'est un effort. Voilà. C'est pareil, on ne peut pas se dire que la cohérence cardiaque, juste ça produit autant. Non, c'est pas vrai. C'est le travail, c'est la pratique, la régularité qui feront à un moment que ça va prendre la place. Mais penser un truc, un changement facile, bah, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on est câblé sur la loi du moindre effort, le rapide, le efficace, parce que avant, il fallait qu'on réagisse vite, efficacement, qu'on ait de l'énergie qui arrive rapidement. Alors, notre émotionnel n'est plus adapté, mais donc pas de changement sans effort. Et si on n'est pas prêt à avoir cet effort. Et c'est pareil, au départ, on se dit oui, oui, on est prêt à tous les efforts, mais il faut tenir la course. Donc, se connaître, mesurer ce dont on est capable de tenir, les frustrations, dans ce qui est dopamine aussi, c'est
se féliciter et c'est voir aussi tous les efforts qui ont payé, toutes les satisfactions, toutes les choses qui sont plus faciles maintenant à faire, qui sont devenues quasi naturelles, alors qu'avant, c'était pas le cas. Eh bien, vraiment les mettre dans la conscience parce que c'est de la satisfaction et l'autosatisfaction produit de la dopamine. Quand on est satisfait de soi, c'est très puissant. D'ailleurs, ça peut être aussi utilisé, la peur, par exemple, éviter de souffrir, éviter de culpabiliser, ça peut peser. On sait par étude que le négatif, la douleur, pèse plus que le positif. C'est-à-dire, si vous voulez ancrer un effort sur l'alimentation, on sait que ce qui va être plus efficace, c'est de vous souvenir alors ça marche très bien en hypnose. Intellectuellement, ça n'a pas assez d'impact parce que justement, ça ne parle qu'à l'intellect. Mais il faut passer par l'hypnose, permet de passer sur le palier émotionnel. Vous faire associer en hypnose un, un- un moment de panique, de désespoir dû au poids, dû à l'image. Euh, Ça peut être ou de vexation, de se sentir tellement mal. Et après, on vous laisse pas dans cet état, hein. Dans l'hypnose, on travaille pour potentialiser ça. On sait que ça marche plus que vous faire associer sur la belle robe, la belle, je sais pas, le body summer, là, on en parle en ce moment. Voilà, on sait que ce qui est négatif, ce qui a été douloureux est plus impactant. Bah, c'est normal, hein, c'est parce qu'on a plus tendance à éviter, à pas remettre la main sur la plaque chaude. C'est encore une fois, c'est pour la survie, c'est notre instinct de conservation. Donc, vous pouvez vous-même avoir des effets comme ça et choisir aussi une blessure, une douleur qui crée l'évitement. C'est valable dans un autre domaine, par exemple, dans l'hypocondrie. On sait que bah, euh, quelqu'un qui est hypocondriaque, parfois, du coup, développe un peu plus de facilité à arrêter un comportement ou voilà, ça peut jouer euh, par évitement, par peur et par évitement, ça peut jouer. Donc, sérotonine. Excusez-moi, je voulais savoir aussi des ratés de mémoire ou alors simplement des problèmes de concentration. C'est lié à une des trois hormones dont vous parlez ou est-ce que c'est une conséquence, d'un sentiment? Des oublis? Bah, oui, ça va être des oublis d'informations basiques, genre les prénoms ou un, un mot ou une information que vous avez manipulé plusieurs fois, et puis d'un coup, ah ben, je l'ai au bout de la langue, et je me rappelle plus du tout. Ah oui, Ça, d'accord. Donc, en ça, principe, c'est pas un fonctionnement même, habituel, mais même, oui, ça même peut la être. concentration, c'est complètement éclaté justement à cause des écrans et autres. Euh, Est-ce que c'est lié justement à ces cycles d'hormones ou est-ce que c'est un autre type de travail qu'il faut faire pour justement lutter contre les écrans et retravailler la concentration? En fait, j'essaie de casser ça, mais pour l'instant, j'arrive pas à trouver un moyen. Hmm. Alors, c'est multifactoriel, hein. On sait que quelqu'un par exemple, qui va pas ou qui a des baisses de morale va être sujet
au trou de mémoire mais ça peut être aussi hormonalement parlant aussi, ça peut être des carences, ça peut être, c'est vraiment multifactoriel. Mais on sait par exemple que le téléphone, les écrans ont favorisé maintenant une concentration courte, mais multi-fenêtre. C'est Serge Tisseron qui a beaucoup parlé de ça, des écrans et de l'impact justement sur la concentration, sur comment il y a un phénomène de changement. C'est que on devient, euh, comment dire, ouais, multi-fenêtre, Oui, un peu comme j'avais pas compris. l'écran, les icônes, hein. Et par exemple, ils se sont aperçus que principalement, alors c'était des études sur les enfants, sur les ados, mais c'est valable, ça peut s'étendre, je pense, à l'adulte. Les ados avaient moins tendance, alors encore moins que d'habitude, hein, à aller jusqu'au bout d'une tâche. On le voit très bien au niveau des livres, par exemple, des livres qui se commencent mais qui ne se finissent pas. Notre cerveau est en train vraiment de s'adapter, là, pour le coup, en termes de concentration et déconcentration, sur des temps de plus en plus courts et de plus en plus multiples. Alors ça, effectivement, ça favorise pas euh, l'effort sur le long terme. Ça favorise pas la tâche ben voilà, sur la concentration pleine et entière sur un moment donné. Moi, je vois par mon boulot qui fait que je peux pas passer 5 minutes sur une tâche sans qu'il y en a une autre qui débarque et en disant bah c'est prioritaire, il faut que tu y ailles. Entre ça plus justement les écrans où moi je suis énormément exposé vu que je suis informaticien et même dans la vie privée, bah, je suis comme tout le monde, écran, téléphone et autres. Et je m'aperçois que bah, par exemple quand moi je fais beaucoup de recherches d'informations ou quoi, bah, je vais cumuler les informations et au moment où j'ai mon résumé bah, au moment où je devrais le lire justement pour acquérir l'information et en faire quelque chose, bah, en fait, je dis bon, bah, c'est bon, terminé, puis je passe à autre chose. Et le lendemain matin, on pourrait se dire, bah, je vais y revenir et puis continuer. Et en fait, non, je suis passé sur un autre sujet et résultat, bah, comme vous dites, ça se termine jamais. Et donc, moi, je trouve que j'arrête pas de boucler encore et encore sur les mêmes choses. Et résultat, ben, j'avance pas. Et si j'avance pas, ben, derrière, je vais pas résoudre mon problème. Mm, Donc, j'essaie de trouver un truc pour casser ça. Encore une fois, bah, c'est par le bouquin que je suis en train de lire que j'espère mettre en place des habitudes qui fait que ça va fonctionner. Mais j'ai vraiment, je suis vraiment à sec sur comment retrouver de la concentration et comment justement exploiter ce que je cherche comme information pour pouvoir prendre des décisions et avancer en fait. mm. Oui, mais la concentration, c'est vraiment, ça s'exerce, hein. Finalement, c'est comme un muscle, comme ça se pratique, et on sait que toute interruption dans cette concentration va demander plusieurs minutes pour retrouver le taux antérieur, le taux précédent de concentration. Donc, ça veut dire que si vous êtes interrompu plusieurs fois pendant une heure, si vous êtes interrompu plusieurs fois, eh bien, vous pouvez mettre plusieurs minutes et plus de 10 minutes, plus d'un quart d'heure. C'est ce qui a été noté, hein, pour retrouver à chaque fois le degré de concentration. Et c'est pareil, les études, notamment avec les portables, ont été faites. Les petites, vous savez, les petites notifications, le truc où on se dit, non, mais c'est pas grave, je sais, ça sonne, mais j'y vais pas. Mais c'est pas grave qu'on Mm. n'y aille pas. Il y a perturbation. Le fait d'entendre la notification ouvre une fenêtre. Et ça, qu'on le veuille ou non. Qu'on se dise, voilà, on peut se dire, mais je sais qui c'est, j'y vais pas, ou je sais quel site, j'y vais pas, mais cette fraction-là de seconde qui a déconcentré, eh bien, ça, selon les sujets, ça va aller de une minute à plusieurs minutes pour retrouver le taux de concentration antérieur. Mm. Et, Moi, ça me et- fait un effet de se mettre un petit rappel dans le coin de la tête en disant pense à regarder. Et puis, en fait, à force de me dire pense à regarder, je me reconcentre plus sur ce que j'étais en train de faire, en fait. oui, Et je vais regarder.
C'est ce qu'on appelle des retenues, aussi des retenues d'attention. C'est la même chose quand vous passez 10 fois par jour devant le truc, je sais pas, qui est cassé et que vous devez réparer, amener à réparer et que vous n'avez pas amené à réparer. Eh bien, vous le voyez dans votre champ de vision et même si il n'y a pas à chaque fois la prise de conscience, ah, j'ai ça à faire, mais vous le voyez et votre cerveau, vos yeux, là, pour le coup, analysent en permanence. En permanence. Euh, Donc, ouais. tout ce qui est, ça touche aussi ça, on en profite pour faire là, tout ce dont vous vous entourez à la maison, Mm. tout ce qui n'est pas en ordre, avec lequel, voilà, c'est pas, y a rien à dire. S'il y a rien à dire, c'est ok, c'est parfait. Mais s'il y a à nettoyer, à faire, à poser, eh bien, tout ça, ça vient surcharger et ça vient déconcentrer et faire, bah, c'est la fameuse charge mentale. Et le téléphone, ça va loin du coup. On sait aussi que il y a une meilleure, enfin, la concentration en tout cas est totale quand le téléphone est éteint. Pas en vibreur, pas en silencieux, pas en, voilà, éteint. Ça veut dire que vous savez que vous êtes injoignable. Et ça, c'est complètement différent. Alors ça paraît, premier niveau, ça paraît stupide parce que qu'il soit allumé ou éteint, si on décide de pas répondre, on décide de pas répondre, mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que l'appel auquel vous ne répondez pas, ça va créer un espace. Ça va créer un truc. Et donc, meilleure des choses quand on veut de la concentration, c'est gérer. Et puis de toute façon, à moins d'être chirurgien ou de sauver des vies, voilà, toute la journée, on n'a pas besoin d'être joignable toute la journée ou d'être en lien toute la journée ou dans, voilà. Donc tout existe maintenant pour paramétrer. On peut utiliser tout ce qu'on veut euh, pour créer des temps de disponibilité. Disponibilité à soi, à la tâche qu'on est en train de faire, à son enfant, à son partenaire, à qui on veut, à la promenade dans laquelle on est en train enfin, qu'on est en train de vivre. Disponibilité. Il y a ça et il y a un autre truc que j'ai remarqué, euh, c'est un peu un contrôle de l'environnement, ce que vous dites. Et derrière, il y a aussi le fait que, par exemple, moi, si je veux lire, si je suis dans mon salon, étant donné que j'ai mon matériel informatique ici, parce que suite à un dégât des eaux, bah, en fait, j'ai les écrans à proximité, donc je vais être attiré par ça. Si je me mets dans la pièce juste à côté, vu que c'est traversant, ben, j'ai juste à faire 2 pas et puis je suis à proximité des écrans, c'est pas bon aussi. Et comme j'en discutais avec une personne, en gros, il faut que je trouve aussi la pièce et pas forcément chez moi, où en fait, j'associe cette zone-là avec de la lecture comme on associe d'aller au lit pour dormir. Oui, Et ce que vous disiez sur la charge mentale, il y a un autre truc que j'ai repéré, c'est que bah, quand vous voyez 10 fois la chose, vous vous dites ouais, il faut que je pense à réparer ça, mais aussi votre cerveau il différencie pas le fait entre vous l'avez fait une fois et vous l'avez fait 10 fois. Et ce qui fait que vous avez l'impression que vous êtes harcelé par la tâche, alors que c'est pas du tout le cas, c'est simplement que vous vous arrêtez pas de la voir en fait. c'est ça. C'est ça. Et pour le coup, comme on a dit tout à l'heure, notre cerveau est une machine à penser. Son job, c'est de produire de la pensée. Nos yeux sont des machines à voir, à voir, à voir, à voir. Et forcément, comme ils sont très reliés avec le cerveau, machine à penser et à analyser, eh bien, il analyse. C'est le propre de l'intérieur, enfin, on peut effectivement contrôler. Alors déjà, on contrôle pas tous nos espaces, puisque quand on est dans le domaine public, machin, etc. Mais au moins nos espaces intérieurs, notre chez-soi, notre bureau, il faut effectivement avoir un maximum de contrôle, de stratégie, d'évitement. Notre cerveau va voir. Chez moi, il n'y a aucun livre. Enfin, il y a plein de livres, pardon. Il y a plein de livres, mais il n'y a aucun livre en vue. Aucun. Il n'y a aucune chose que mon cerveau va lire. Et même si ce sont des jolis mots, même si, vous savez, il y a eu il y a la mode dans la décoration des mots amour, famille, euh, bon, aucun mot. Si votre cerveau voit des mots, il les lit, il les analyse. Donc,
pensez à ça aussi, à faire cette sorte de travail-là, parce que le livre, soit c'est un livre qui vous attire, même plaisir, hein, mais c'est peut-être pas le moment, peut-être que dans ce moment-là, vous êtes juste dans votre canapé, vous regardez, vous n'avez pas envie de partir, et vous voyez votre livre et vous dites, ah ben je l'ai pas lu, j'ai pas lu aujourd'hui, ou ah ben j'aimerais bien lire, ou bon, ça va créer quelque chose. Alors n'en parlons pas si c'est quelque chose de désagréable, hein. Ou si c'est je sais pas, un document de travail qui traîne et que vous devez faire, que vous n'avez pas fait, ou que voilà. Donc, et ça, c'est valable pour tous les mots. Même les mots neutres, même si vous voyez, je sais pas, les pâtes, les emballages, en fait, votre cerveau, vu qu'il lit, il est enfin, vos yeux lisent, ils sont au travail. Mais Donc, ça peut être intéressant quand même par rapport au tableau de visualisation, les choses comme ça. Parce ah, que du coup, alors le ça nous aide à tableau. travailler. C'est pas que négatif en fait que les yeux lisent tout Non, le temps. le tableau de visualisation, super outil et super effectivement, mais du coup, c'est bien quand tu décides de travailler sur ça pour un temps et tu le mets justement, ça utilise le même principe, tu as raison, puisque tu le mets sous tes yeux tout le temps et on dit, il faut en avoir, voilà. Mais après, tu peux aussi ce tableau, une fois qu'il a fait son temps et une fois que le truc est plus aussi aigu que ton besoin, le placer dans un endroit où tu décides 5 minutes par jour d'y aller, de te mettre en face et de faire le travail émotionnel, de le penser etc. Et alors, pour finir là sur cette sorte de vision un peu de scanner, euh, il faut y aller très doucement parce que ça aussi, ça dépend de votre degré d'anxiété. Et pas tout le monde est en capacité de désencombrer tout, d'enlever, parce que justement, le fait d'être attaché à certains détails, certains points, ben, nous sert à pas être dans le vide. J'ai des patientes, j'ai même des copines euh, qui, euh, qui, elles, pour le coup, ne supportent pas cet espace vide ou trop vide ou trop... bah justement, il n'y a pas d'accroche. Et s'il n'y a pas d'accroche, il n'y a que notre intériorité. Et si notre intériorité est bonne, eh bien, bah, aucun souci, voilà. Mais si elle est un peu compliquée, il faut doser. Voilà. Mais déjà, premier niveau, faites le tour autour de... Voilà, balayez un peu l'ensemble et observez ce que vos yeux voient, même sans vous, même sans votre intellect, ayez la connaissance que vos yeux voient sans vous, en fait. Voilà. Et les mots, c'est pareil. Et voilà. Donc, petit état des lieux. Mais après, l'idée, c'est pas de vivre forcément dans du minimalisme, hein. C'est chacun trouve ses repères, trouve ce qui lui fait du bien. Hein. Et en tout cas, tout ce qui est négatif pour le coup, même les images, cette mode un peu floue, des images un peu tristes, un peu parfois de très belles images, c'est artistique, mais si c'est triste, c'est triste et ça n'a pas sa place à l'intérieur. Alors, la gréline, autre hormone, là spécifiquement hormone liée à l'alimentation vraiment proprement dite, puisque c'est l'hormone de la faim. La gréline, donc on en a déjà parlé hein, de manière plus physiologique avec Viola aussi dans un autre atelier. Là, à retenir juste que c'est l'hormone de la faim et que cette gréline, eh bien, elle réagit aussi au stress, à l'émotion et qu'elle vient perturber. Elle peut venir perturber. Et qu'elle est produite, aussi important, c'est qu'elle est produite par l'estomac. Et c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, minimum 25 minutes pour manger, parce que euh, Hormones. ouais, pardon, cette hormone-là, elle exerce la faim, et pour être calmée, elle a besoin du feedback
Elle a besoin de savoir que l'estomac alors pas plein, mais que les besoins sont, comment dire, j'ai plus les mots. Sont Euh, assouvis. ouais, merci. Que voilà, les besoins, le corps a ce dont il a besoin et pour envoyer euh, un signal de satiété. Après, c'est l'hormone de satiété qui va envoyer le signal, donc la leptine. Donc en premier, la gréline qui envoie le sentiment de faim, mais faire la différence, est-ce que c'est une faim émotionnelle ou est-ce que c'est une faim physiologique? Donc, ça demande une perception fine de ces sensations. Ça demande aussi, dans l'équilibre de la journée, de voir si on est susceptible d'avoir une faim émotionnelle, parce que parfois on ne fait pas la différence, on n'y arrive pas. Mais on peut imaginer que si on a enchaîné les stress, on peut imaginer que le soir, en rentrant, il y ait aussi une faim émotionnelle. Parce que le stress aura fait grimper cette gréline. Donc, si vous avez beaucoup de stress, on peut imaginer que vous ayez beaucoup faim, et si vous mangez beaucoup et rapidement, ça va retarder le signal de la leptine, puisque cette leptine, il faut plusieurs minutes, hein, lui faut du temps pour tous les capteurs là au niveau de l'estomac pour qu'elles comprennent que ça y est, les besoins sont satisfaits, et par feedback envoyé au cerveau, j'ai plus faim. Et trop souvent, nous, on attend le signal mécanique de l'estomac plein pour dire j'ai plus faim. D'ailleurs, on dit je suis plein, je suis pleine, j'ai trop mangé ou voilà. Mais du coup, c'est une sensation mécanique et pas physiologique. Donc, c'est subtil, hein. C'est vraiment subtil de faire la différence entre sa faim physiologique et la faim physique, puisque c'est la même hormone. Donc, et c'est aussi l'analyse du contexte, se connaître, qui va savoir que, par exemple, en vacances, c'est peut-être différent. Vous savez, cet exercice qu'on avait fait, les trois décentrations. Décentration de temps, décentration de lieu, décentration de personne. Donc, c'est s'observer, quand je suis en vacances ou quand je suis en week-end, quelles sont mes habitudes de grignotage ou d'autres choses. Est-ce que c'est trop grignoter ou trop manger à table, se resservir, etc. Ou se relever la nuit pour manger? Est-ce que ça se fait dans les décentrations de lieux? Et ça permet de mieux se connaître et de mieux évaluer cette faim, si c'est une faim physiologique ou émotionnelle. Sachant que quelqu'un qui a faim, un corps, enfin, qui a faim, comment dire, on est un peu sur les dents, on est un peu sur l'agacement rapide, l'irritabilité, le fait enfin, ça va pas, quoi. C'est quelque chose ça crée une tension. Mais ça crée une tension parce que, euh, rappelons-nous, notre instinct de survie, euh, fait qu'un corps qui a faim est un corps qui a besoin d'énergie, donc qui risque de manquer d'énergie, qui risque de mourir, de pas pouvoir se défendre, de pas. Donc on est en danger, ça crée une situation de danger émotionnel, pas intellectuel. On sait qu'on n'est pas en danger, on sait que même si on mange pas jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, on va pas en mourir. Mais notre émotion, câblée sur nos ancêtres, câblée sur notre épigénétique, sur notre ADN, sur notre instinct de survie, notre émotion ne le sait pas.
Est-ce que ça vous parle? Un Oui. D'où peu, l'importance de gérer ses émotions. En cas, par exemple, dans l'obésité, on a évalué que les récepteurs à cette leptine sont devenus résistants. Donc, c'est comme s'ils n'entendaient plus. Ils n'entendent plus le signal de satiété, puisque en plus, c'est une satiété physiologique. Donc, déjà, elle est subtile à entendre. Mais à c'est force surtout de pas l'avoir entendu, de pas l'avoir entendu, voilà, c'est devenu résistant. ce que j'ai remarqué, moi, c'est Par que Florence. tous les signaux négatifs sont toujours plus nets que tout ce qui est positif pour nous, en fait. Oui, Et c'est, quand vous dites, on se base plus sur le fait d'avoir l'estomac plein que de savoir si on a vraiment faim ou pas. Bah, le signal négatif ici, il est hyper net. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une limite claire et malheureusement, bah, sur le temps, c'est ce qui nous fout dans le trou, en fait. oui. Et c'est l'injustice de notre système qui s'explique aussi, mais tout ce qui est négatif est plus impactant. Toute expérience négative va plus impacter qu'une expérience positive. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, moi, les choses que je peux faire pour me sentir mieux ont moins de force que ce qui me fait sentir mal. Et donc, pour contrer mes mauvaises sensations, mes mauvaises habitudes, c'est la croix et la bannière. Il faut que je fasse 10 fois plus d'efforts et donc, C'est ça. Mais c'est c'est exactement ça. un déséquilibre complet. Mm. C'est exactement ça, et ça, faut le savoir, faut l'accepter. Cette semaine, j'ai eu une patiente, comme c'est souvent le cas, c'est souvent une situation qui arrive souvent, euh, qui se demande si elle doit divorcer ou pas divorcer, peser le pour, le contre, etc., etc. Et on en arrive au point de oui, mais j'ai peur de regretter. Mm. Et c'est se dire, mais à un moment, il n'y a pas de décision sans prise de risque et acceptation du risque de regretter. Parce que de toute façon, même quand on est sûr de ne pas regretter, au final, on ne sait jamais. Comme quand on est sûr à chaque fois de quelque chose, on ne sait jamais. Donc, l'idée, c'est pas d'attendre d'être sûr de quelque chose, c'est d'accepter le risque. Et bien là, c'est pareil, c'est accepter que ce soit plus compliqué. Accepter que effectivement, il y a ben, toutes les choses qui font plaisir sont plus faciles, hein. C'est l'injustice du, voilà. L'effort, celui qui amène à des résultats, à des contentements. Et, mais ça, c'est valable pour tout, c'est que ce soit pour le poids, pour des diplômes, pour du sport, pour tout. Euh, c'est plus compliqué. Mais après, je trouve que ça aussi, c'est une influence qu'on a de l'extérieur. Le fait de ne pas vouloir faire de paris sur une action ou quoi. Euh, Aujourd'hui, on voit aussi dans notre mode quotidien, comme on est exposé aux écrans, on est aussi, il faut pas prendre de risques, il faut que ce soit assuré, que le gain il soit assuré, et donc si déjà dans notre quotidien on est exposé à cette mentalité-là, c'est sûr que pour nous, on va difficilement aller vers les choses risquées, de se projeter sur l'inconnu, etc. Donc, on est Hmm. aussi pollué, on est aussi pollué par notre environnement, même même sur Bien ce. sûr, bien sûr, bien sûr, mais le pas de risque est complètement illusoire et c'est pour ça on est dans une société aussi qui aiguise un peu toutes les peurs, hein, les peurs, les assurances, etc., etc. Ben, tout ça fait vendre déjà, la peur fait vendre, hein, fait se protéger, fait voilà. Après, le principe, c'est d'anticiper les choses, oui, anticiper, faire toujours le plan B. Et c'est là qu'on voit comment on avance et que bon, bah, le plan B est fait et si ça marche pas, j'ai les moyens de m'en sortir. Et la vraie assurance, elle est là, la vraie confiance en soi, elle est là, elle n'est pas dans le fait un peu, comment on dit,
d'être sûr et assuré que tout va marcher, d'être dans cette arrogance-là. La confiance en soi, c'est pas de l'arrogance, c'est de savoir que même si ça marche pas, ça ira, ça va aller. Ça va aller parce qu'on a les ressources de recommencer quelque chose, de continuer, on a ces ressources-là. Donc, Je on- pense que pour moi, là, de ce que vous venez de dire, là, ça s'identifie à un truc, c'est que longtemps, moi, je me suis pas lancé dans certaines choses parce que je voulais tout savoir avant d'investir ou de faire quoi que ce soit. Et derrière, on me disait, ouais, tu vois les choses trop négatives, tu vois tous les problèmes qui peuvent arriver, etc. Bon, ça, c'est une part. Mais il y a aussi le fait, et ça, je l'ai réalisé plus tard, de me dire, bah, OK, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Comment je vais manipuler le résultat? Comment je vais rebondir sur ce résultat, même s'il n'est pas attendu? Et je me disais que je j'avais pas cette manière de transformer le déchet en or, quoi. De tirer parti de cette situation qui était pas celle attendue. Et ça correspond à ce que vous dites de pas oui, avoir la sensation d'avoir les ressources oui, d'utiliser ce que vous avez obtenu, en fait. oui. Oui, c'est pour ça qu'on dit ben, il faut commencer, voir anticiper, oui, faire le scénario de l'échec pour voir si ben, que ça passe, que ça tient, mais y aller. C'est voilà. De toute façon, voilà, c'est la confiance puisque ça produit, hein, la confiance en soi produit, produit les bonnes hormones aussi. Elle va entretenir ces bonnes hormones parce que ça fait du bien, ça fait plaisir, ça stabilise la personne et euh, et du coup c'est toujours un travail sur soi de faire, de prendre des risques calculés, il n'est pas question de se jeter dans le vide, mais anticiper et faire et savoir que oui, le négatif nous impacte encore plus, nous traumatise plus que la bonne nouvelle. Parce qu'il fallait réagir, enfin parce que oui, il faut réagir, il faut se battre, il fallait se battre, il fallait avoir toutes les ressources, mobiliser toutes les ressources nécessaires pour rester en vie. Alors que juste être content, ben voilà, il y avait pas de danger. Ouais. Et c'est bien d'avoir conscience, justement, quand on est en travail sur soi ou en période de sevrage d'un comportement ou d'une substance, il y a besoin d'en faire plus pour avoir un résultat à peu près équivalent et encore. Donc il faut l'accepter et Ouais, pas chercher. mais prendre le risque, moi personnellement, je trouve que vraiment ça, pour moi, ça vaut le coup parce que c'est un peu comme quand tu vas au restaurant, tu regardes la carte du menu, si tu prends toujours le même plat, pourquoi aller au resto? Moi, j'aime bien goûter, c'est l'aventure. Tu goûtes et tant que j'ai pas goûté, je peux pas dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Donc voilà, c'est ce qu'on dit aux enfants quand ils mangent. Mais aussi également, c'est que le nombre de fois dans ma vie, si j'hésite trop longtemps et que je passe quand même à l'acte de faire le changement, je me retourne, je dis putain merde, pourquoi je l'ai pas fait avant, hein. Hmm. Parce que voilà, et ça, moi je suis plutôt comme ça. Moi je suis du genre de pas aller tête baissée. Moi je suis du genre quand je vais quelque part, j'y vais tête baissée, je me casse la Oui, gueule et puis bah, je oui, tombe et plutôt du puis genre à je faire rebondis. et réfléchir Ouais, ouais, après. ouais, ouais, moi c'est ça, parce que si je réfléchis trop, après je fais plus. Oui. Donc voilà, donc moi je fonce, je me casse la gueule et puis je tombe et je me relève plus ou moins facilement selon les fois, selon l'âge, selon tout ça. Mais être là dans la stagnation, non, non, merci. Voilà, donc c'est pour ça que je veux rebondir dessus aussi, c'est que trop réfléchir, après, bah, on fait quoi? Trop réfléchir, t'as le temps qui passe, t'as le temps qui passe. Moi, j'ai 65 ans et je me dis, voilà, j'ai plus que 40 ans à vivre. Donc, il est temps que je fasse des choses pour moi. Donc, et puis si je tombe, c'est pas grave, je me relèverai. Hmm, Voilà. hmm. Donc, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus aussi, de ne pas rester que sur le fait que, bah oui, il faut préparer. En plus, moi, je suis une personne organisée dans ma vie, donc j'organise, je me mets en place pour que ce soit le mieux possible. Mais si je reste trop longtemps dans la réflexion, je me bouge plus les fesses, hein. Donc, Hmm. voilà. Hiberner de temps en temps, ça va, mais pas toute ma vie, hein. Oui, Donc, voilà. Donc, il oui, faut aussi oui, foncer à un moment donné. Il faut se mettre le coup de pied aux fesses et foncer.
et de se dire, bah, je me mets pas, évidemment, comme tu dis, je vais pas sauter sans parachute. Il y a toujours la roue de secours ou le parachute, mais à un moment donné, il faut aussi y aller, quoi. Mm. Ouais. Et donc, c'est important de se dire, allez, j'y vais. Mm. Oui, oui, c'est toujours cette moyenne. Et c'est bien aussi de voir plutôt déjà naturellement de quelle nature on est. Plutôt faire et réfléchir après, ou plutôt réfléchir, réfléchir et tellement réfléchir que parfois même rater l'occasion ou ne pas faire. C'est bien de savoir plutôt naturellement vers quoi on penche euh, pour se rapprocher le plus possible de quelque chose de juste. Pour, euh, pour conclure sur les émotions, justement, les émotions qui font grossir, qui font manger, qui font prendre du poids, donc, se rappeler que l'émotion, c'est la sensation ponctuelle de quelque chose, d'une physiologie, quelque chose qui se passe dans le corps. Cette chose qui se passe dans le corps, c'est l'hormone qui est produite et qui arrive. Ça, on ne peut pas le maîtriser. On maîtrise le contexte, on peut se protéger de la situation qui est susceptible de créer cette hormone, et ensuite observer si on est dans l'émotion ou dans le sentiment. Le sentiment, c'est la même sensation finalement que l'émotion, mais en l'absence du stimulus. Et là, c'est vraiment de l'auto-alimentation complète du petit vélo, du petit truc qu'on a dans la tête et qui va continuer. Et donc, euh, gérer, déjà comprendre ces hormones, comprendre comment ça fonctionne, c'est un premier contrôle sur son fonctionnement. C'est vraiment savoir que une pensée n'est pas qu'une pensée sortie de nulle part. Une pensée, elle a une base physiologique. Et que quand on dit corps et tête, tête et corps, tout est lié, il y a cette voie de communication, il y a un feedback permanent. On le sent, on le sait pas, on n'en a pas conscience, et heureusement, on deviendrait fou, ça serait pas possible, mais nos milliards de cellules sont connectés, tout notre tissu cellulaire, nos organes, tout notre corps est connecté et renvoie par réseau de feedback au cerveau si tout va bien, si on est à la bonne température, si mon pied gauche va bien, si l'orteil à droite, machin, si, etc., etc., tout le corps. C'est le feedback. C'est inconscient, heureusement, jusqu'à ce qu'il y ait douleur, ou voilà, ou que vous fassiez une séance de pleine conscience, de méditation, où là, vous allez voir, c'est ça, mettre dans la pleine conscience, c'est un peu observer ce feedback, justement, le truc qu'on n'observe pas. Et donc, c'est de prendre conscience que à un moment, le corps nous envoie des signaux, les entendre, et que la tête aussi envoie des signaux au corps, justement les sentiments, il y a absence de stimulus, il y a rien. Donc, c'est nos pensées qui, à force de répéter, eh bien, vont produire l'hormone sans le stimulus. L'hormone de la peur, l'hormone du stress, l'hormone de la culpabilité, sans qu'il y ait la personne stressante dans la pièce ou dans la journée. Donc, cette double communication, alors je montre ici parce qu'il y a des séances que j'aime beaucoup en méditation qui citent vraiment, qui parlent, qui évoquent en fait, qui font prendre conscience de cette zone-là du cou, la nuque, de cette double voie de communication. Les pensées qui descendent dans le corps, une pensée agréable va descendre et va, par définition, va détendre le corps, va créer un ressenti de bien-être dans le corps. Inversement, une pensée justement vers la collègue de travail, l'agent stresseur, etc., vous en apercevez peut-être même pas, mais le fait de la penser, vous allez crisper, vous allez créer des micro-tensions ces micro-tensions vont un jour créer peut-être des nœuds musculaires, des inflammations, des douleurs. Mais avant la douleur, avant qu'il y ait le feedback lourd qui fait qu'on ne peut plus l'ignorer, on a mal, il y a des micro-tensions. Et ces micro-tensions, bah, si on n'en prend pas conscience, si on ne module pas les choses, ça va aller jusqu'à la douleur. Et inversement, venu du corps,
je sais pas, une caresse, le soleil sur votre peau, du corps, ça va monter, ça va créer un état de bien-être mental. Et inversement, une douleur, une brûlure, ou une douleur chronique, ça va remonter et ça va créer un état de tension, d'irritabilité, voire un état dépressif. Voilà. Donc cette double voie-là, ce lieu, voyez-le vraiment comme cet espace de circulation, à double sens. C'est super. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que Ah, ça reste quand même assez dense Mm. comme sujet. Il y a beaucoup de choses et après de le mettre en pratique en étant capable d'autant de choses à identifier et à contrer, c'est quand même un vaste programme. c'est pour ça, Steve, qu'on on répète et on répète et on utilise aussi des thèmes d'ateliers transversaux, hein, pour croiser à chaque fois. Là, on a reparlé du circuit récompense, on a reparlé toutes ces hormones, on les a mêlées justement aux émotions, au comportement alimentaire. Mais voilà, parce que bien sûr que c'est compliqué de tout faire en même temps, mais pareil, hein, la loi du petit changement, celle qui vous parle beaucoup, eh bien, c'est de la répétition et de la pratique chaque jour. Et un jour, ça sort.